Souvent, on va chercher chez des thérapeutes, que ce soit l'hypnotiseur ou acupuncteur, peu importe, on va souvent chercher chez les autres des solutions qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Sauf qu'on est, on est souvent élevé dans une société qui nous fait croire qu'on n'a pas de maîtrise de soi, qu'on n'a pas les capacités et qu'on a toujours besoin d'une blouse blanche pour nous dire comment fonctionner ou comment faire. Mais on a déjà tout ça à l'intérieur de nous. Et justement, l'hypnose, c'est là pour aider la personne à faire révéler toutes ses possibilités. Je le dis toujours, le résultat que la personne obtient, c'est pas moi du tout. C'est ce que la personne a été chercher à l'intérieur d'elle et qu'elle a mis à son actif. Je suis, comme tu dis, une béquille, je suis un GPS, mais je suis pas du tout la personne qui aura opéré le changement chez l'autre. C'est vraiment la décision de l'instant présent d'aller mieux qui fait qu'on va mieux. C'est pas le fait d'aller fouiller un passé. C'est pas le fait de revivre quelque chose ou de se dire c'est vraiment passé. Ça ne changera rien. C'est vraiment le fait de prendre la décision de moi, ce que je veux, c'est aller bien. Salut, bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé, et ce, sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Bonjour Denise. Bonjour Liron. Bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Merci de m'accueillir. Écoute, merci à toi de m'accueillir dans ton cabinet, donc à Saint-André-les-Vergers. C'est bien ça. Près de Troyes. Je suis content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Tu es hypnothérapeute et aujourd'hui, j'ai envie comme je te le disais, qu'on pose ensemble les bases de l'hypnose. J'ai toujours en fait été fasciné par ce domaine et en commençant par l'hypnose de spectacle, de rue. Et je suis épaté en fait de voir tout ce que l'on peut faire avec l'hypnose. Même aujourd'hui, je vois qu'on commence à utiliser l'hypnose à l'hôpital pour anesthésier les patients avant leur opération. Et je vois que ça se développe pas mal. J'ai l'impression que c'est un domaine qui s'impose de plus en plus, qui est de plus en plus courant. Toutefois, quand j'en parle autour de moi, beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de l'hypnose, mais ça reste quelque chose de flou. Ils ne savent pas vraiment comment le définir. Ou alors, on rentre tout de suite dans le cliché de on peut te faire n'importe quoi, on va te transformer en petit poulet et tu vas faire n'importe quoi. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais... Et du coup, l'idée, c'est de poser ensemble les bases de l'hypnose. J'ai pas mal de questions. Qu'est-ce que l'hypnose ? Est-ce qu'on peut soigner avec l'hypnose ? Jusqu'où on peut aller avec l'hypnose ? Est-ce qu'on peut se guérir de tout ? Est-ce qu'on peut influencer sur les gènes ? Est-ce qu'il y a des dangers ? Et comment l'hypnose se positionne par rapport à d'autres thérapies ? Bref, tu l'as compris, j'ai de nombreuses questions et je suis très content qu'on puisse poser ensemble les bases. Je te vois toute souriante, c'est trop cool. Le plaisir est partagé. En tout cas, le sujet est très vaste, comme tu viens de le dire. Et il y a énormément de choses, je pense, à expliquer auprès du public qui, comme toi, se pose énormément de questions sur ce sujet, parce que il y a le côté spectacle, il y a côté film, il y a côté livre, et puis il y a le côté de qu'est-ce qu'on peut en faire réellement, qui prend une autre vision, une autre dimension totalement. Ouais. Ok, super. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, Denise, et dire un peu ce que tu fais avant de rentrer dans le vif du sujet de l'hypnose ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Denise Prugnot et donc je suis hypnothérapeute au cabinet ABC Hypnose 3 qui se trouve à Saint-André-les-Vergers. Donc, je reçois les personnes en individuel sur sur une thérapie qu'on dit brève. L'hypnose, c'est 3 à 5 séances en moyenne. C'est quelque chose qui va permettre aux personnes d'atteindre des objectifs ou de se sentir mieux dans certains domaines, ou aussi parfois d'avoir certaines explications un petit peu sur leur fonctionnement. Ok.
Super. Donc tu pratiques depuis combien de temps là maintenant? Tu es installé dans ce cabinet depuis plusieurs années maintenant? Oui, c'est ça, ça fait 7 ans maintenant. D'accord. C'est ça, c'était en 2015 et voilà, depuis ça a fait que grandir et se développer. Et c'est vrai qu'en 2015, le sujet n'était pas encore forcément très ancré dans le quotidien des personnes, mais ça le devient de plus en plus. Ça devient de plus en plus évident. Ok, c'est sûr, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie d'aborder ce sujet dans le cadre de cette émission. Est-ce que dans un premier temps, tu peux définir ce que c'est l'hypnose? Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a le mot transe, il y a le mot inconscient, il y a le mot, je sais rien, sommeil peut-être. Est-ce que tu pourrais mettre des mots sur l'hypnose? Oui, alors je vais résumer l'hypnose de manière très simple. L'hypnose, ce sont des ondes cérébrales, tout simplement. C'est-à-dire que dans notre cerveau, nous avons des milliards de neurones qui sont connectés les unes avec les autres avec un système, on va dire, électrique. Et on va se servir donc des ondes cérébrales qu'on va descendre en ondes alpha ou θ pour atteindre un état modifié de conscience et venir mettre des suggestions pour que la personne puisse atteindre ses objectifs. Mais c'est quelque chose d'extrêmement basique. Okay. Alors c'est sûr que quand on voit les spectacles ou les choses comme ça, on s'imagine pas que ce soit aussi simple. Ok. Là, tu as dit des mots alpha, θ, c'est quoi? C'est des ondes de fonctionnement du cerveau? Oui, c'est ça, ce sont des ondes du cerveau. Donc là, toi et moi, on est en train de discuter, on est en onde bêta. C'est-à-dire que nos ondes, elles sont assez élevées. Quand on commence déjà à fermer les yeux, on va descendre en onde alpha. Et donc déjà là, on va capter certains sons, certains mots, certaines suggestions qu'on n'aurait pas forcément pu avoir en ayant les yeux ouverts. D'accord. Donc on est déjà en état modifié de conscience. Quand on descend encore un petit peu plus en ondes, on va atteindre des ondes θ. Donc on est toujours en état modifié de conscience. C'est pas un état de sommeil. L'état de sommeil, ça va être les ondes delta. Ok, d'accord. Donc quand on dort, on est dans les ondes delta. C'est ça. Et sinon, ces différentes ondes, on peut les avoir en fait au cours de la journée? Ah oui. En fait, l'hypnose, c'est vraiment un état naturel. C'est quelque chose qu'on expérimente plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, quand on est en train de conduire et qu'on arrive à une destination et qu'on ne s'est pas aperçu de cette destination. Ah oui. On s'est dit je suis déjà arrivé, j'ai pas vu le parcours et souvent on s'interroge un peu sur cet état, on se dit mais mince, je perds la mémoire ou j'en suis dangereux ou qu'est-ce qui se passe pour que j'ai pas vu la route. J'étais simplement en fait en onde alpha. C'est-à-dire que je suis en pilote automatique, c'est-à-dire que mon inconscient alors c'est toujours sur des trajets qu'on a déjà fait plusieurs fois, ce sera pas un nouveau trajet qu'on cherche. Quand on a par exemple quelqu'un qui travaille depuis un certain temps à un endroit particulier, quand il monte dans sa voiture le matin et qu'il arrive à sa destination, il voit pas forcément toujours le trajet. Donc là, il est en état modifié de conscience, il est en état d'hypnose. C'est simplement que l'inconscient, il a pris le relais pour permettre au cerveau de s'apaiser, de se reposer. Donc ce sont un état totalement naturel. Ok, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir une personne à côté qui me fasse des suggestions et ça me ferait comme une séance d'hypnose dans la voiture, non? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est juste que là, en fait, quand on prend cet exemple-là, la personne qui parlerait à côté, elle aurait pas forcément d'impact sur la personne. C'est surtout que l'inconscient, il a besoin d'apaiser le cerveau, donc il va prendre le relais pour permettre à la personne de se reposer. D'accord. Et donc, c'est quoi le mieux? Quelle onde pour l'hypnose? Parce que c'est mieux l'onde alpha ou l'onde θ? En fait, ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. En fait, c'est simplement que plus on descend en état hypnotique, plus on descend les ondes cérébrales, et plus en fait on va avoir le sentiment de se reposer. Mais en fait, il y en a pas une qui soit plus propice que l'autre pour un éventuel changement ou une modification. Ok, donc finalement, c'est un état de relaxation et à partir du moment où on est dans un état de relaxation, on est plus propice à recevoir les suggestions. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, tout le monde est hypnotisable? Oui, ça c'est pareil. C'est assez souvent. C'est peut-être la question qu'on te pose souvent. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Oui. En fait, tout le monde a un conscient, tout le monde a un inconscient. D'accord.
En fait, il faut s'imaginer, alors déjà cet exemple de voiture, donc pour ceux qui ont le permis de conduire, ont pu déjà l'expérimenter, donc qui s'aperçoivent que oui, finalement j'ai un inconscient et qui prend le relais. Mais c'est aussi s'imaginer quand on est tout seul sur son canapé chez soi et qu'on regarde la télévision. Oui. Et là, on a un extrait d'émission ou un extrait de film avec une scène qui peut être un peu dramatique. Et là, on sent l'émotion de tristesse et on a les larmes qui montent jusqu'à pleurer. Et là, on est totalement hypnotisé par ce qui se passe à la télévision. D'accord ? Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un pour être dans un état hypnotique. On le fait très, très, très régulièrement, mais sauf qu'on n'a pas mis de mots dessus. Donc, en fait, on ne sait pas ce que c'est. Du coup, alors, les personnes qui... quand on va voir quelqu'un parce que j'ai cru comprendre que il y a pas tout le monde qui peut être hypnotisable au cadre d'une séance. Est-ce que c'est parce que la personne, enfin peut-être c'est faux, hein, tu vas me le dire. Oui. Ou est-ce que c'est peut-être la personne qui se met une barrière mentale, et est-ce que si c'est le cas, on peut la retirer, cette barrière mentale? Alors voilà, c'est souvent en fait un besoin de contrôle qu'on a, d'accord ? Alors tout le monde est hypnotisable, c'est-à-dire que la personne toute seule chez elle devant sa télé, en fait elle va se laisser aller parce qu'elle n'a pas le sentiment que la télé prend contrôle sur elle. Par contre, une personne qui va venir en séance, qui a peur de qu'on prenne possession d'elle, qui a peur qu'on lui fasse faire des choses qui ne lui correspondent pas, peut mettre une certaine résistance. D'accord ? Mais pour autant, la personne à un moment donné, elle lâche prise. Mais il faut bien comprendre qu'en hypnose, on ne peut pas prendre possession de l'autre. C'est surtout ça qui est extrêmement important à comprendre. Ça dans le cas de hypnose de spectacle, non ? Alors, que ce soit le spectacle ou que ce soit en cabinet. Ok. D'accord ? On ne peut pas prendre possession de l'autre. Alors quand l'autre dit fais le canard ou fais la poule, ça marche vraiment ça, ou alors c'est vraiment. Oui. En fait ce sont pas des acteurs, ce sont pas des personnes qui font semblant, c'est simplement que l'inconscient de la personne a une bonne image sociale. C'est-à-dire que la personne, elle va se prêter au jeu, mais pour autant elle devient pas une poule, elle devient pas un canard. Ouais. C'est-à-dire que si l'hypnose était une manière de prendre possession des autres, et c'est ce que je dis très régulièrement. Toutes les personnes qui font des spectacles n'auraient pas besoin de faire des spectacles. Il y aurait simplement besoin d'aller voir les personnes les plus riches de ce monde, de les endormir, c'est vrai, ouais. De leur prendre une partie de leur fortune et de s'éclipser en leur faisant oublier que c'est eux qui sont passés. Ils pourraient aller dans un aéroport, monter dans un avion sans avoir besoin d'acheter un billet. Ils pourraient aller dans un restaurant et ne jamais payer la note. Moi, ce serait la même chose si j'avais la capacité de prendre possession sur les personnes, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fumerait. Ouais. Ce serait tout simple. Moi, j'aime beaucoup les gens, donc ça changerait pas. Mais si j'avais du pouvoir sur les gens, j'irais. Il y a longtemps que je serais allée à la Française des Jeux. Il y a longtemps que j'aurais fait sortir les bons numéros à mon actif, et là, l'Iron, on serait en train d'enregistrer sur une belle plage. Ah, ça aurait été bien. J'espère pour une prochaine. Donc voilà, c'est souvent des fantasmes en fait qu'on se donne par rapport au spectacle, parce que le spectacle, ça fait vendre. Donc si les hypnotiseurs font des spectacles, c'est parce que ils gagnent leur vie avec ça. Donc ils donnent l'illusion en fait de prise de pouvoir, mais c'est simplement un consentement de l'inconscient de la personne qui est en face. Donc de l'importance de bien choisir les personnes, quoi. Alors en fait, le choix, il va se faire naturellement. C'est-à-dire que c'est l'inconscient de la personne qui est OK ou non pour jouer. D'accord ? Donc il va y avoir une sélection, c'est-à-dire que les hypnotiseurs, ils vont faire ce qu'on appelle des tests de suggestion pour voir les inconscients qui sont les plus joueurs. Ok, d'accord. Et c'est que 5 à 10-15% à peu près des personnes qui peuvent aller sur scène. D'accord ? Donc c'est très très peu. Et pourtant, les autres personnes qui n'ont pas pu aller sur scène parce que il y a une image sociale qui est retenue ou qui n'a pas envie d'être vue dans cette situation, ces personnes-là, elles ont quand même un inconscient. Ouais. Ces personnes-là, elles peuvent avoir des addictions et ne pas réussir à s'en passer. Elles peuvent être sur leur canapé toutes seules et se mettre à pleurer devant une scène. Ou elles peuvent être au volant de leur voiture et arriver à leur destination sans s'être aperçues du trajet. Ok, non, c'est intéressant. Donc tout le monde est hypnotisable, parce que moi je parle personnellement étant quelqu'un beaucoup dans le mental. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas le cas pour moi. Que des fois, même quand je suis en état de relaxation, je vois mon cerveau qui bouillonne toujours, bouillonner, ou alors des fois je me posais des questions et là je sais que je sors de ça et du coup je me dis peut-être que les personnes qui sont beaucoup plus rationnelles,
ou beaucoup plus cartésiennes, j'en sais rien, vont être beaucoup moins hypnotisables, ou alors il va peut-être falloir un petit moment avant de... Ouais, alors il peut y avoir, voilà, pour que le mental, en fait, il lâche un petit peu et que, voilà, il se laisse aller, ça va être juste l'histoire de quelques minutes, mais en fait, c'est tout. Ah, c'est tout, d'accord. Il faut pas faire des séances pour être hypnotisé. Oh non, heureusement. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait de se dire qu'en fait, parfois, on a l'impression qu'il faut avoir les yeux fermés, qu'il faut être vraiment... En fait, c'est surtout qu'est-ce que je mets derrière l'idée d'être hypnotisé. Ça veut dire quoi être hypnotisé? C'est-à-dire qu'en fait, les ondes cérébrales, c'est pas un état particulier physique. Les gens continuent à pouvoir bouger, les gens continuent... Si les gens veulent ouvrir les yeux, ils peuvent ouvrir les yeux. Les gens, s'ils veulent parler, ils peuvent continuer à parler. Et souvent, on met derrière l'état d'hypnose, en fait, le fait d'être éteint. C'est-à-dire que j'ai plus la capacité de penser, j'ai plus la capacité de bouger. C'est l'autre qui va vraiment prendre le contrôle sur moi. C'est pas du tout comme ça. La personne garde son libre arbitre, la personne continue à penser. Moi, ah oui, les gens, je leur dis, votre cerveau va continuer à fonctionner. Vous allez penser à des choses du quotidien. Bah tiens, faut que j'aille acheter le pain. Et ça veut dire qu'on est quand même en état d'hypnose, même si on pense à ça. On n'est pas sorti du monde. Ah, pas du tout. En fait, il y a deux parties en nous. Donc notre conscient qui lui va continuer à penser à notre vie de tous les jours, et notre inconscient qui lui va gérer beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que notre inconscient, il va gérer les battements du cœur, par exemple, la température du corps. Il va intégrer, voilà, les notions, les suggestions qu'il va entendre. Et il y a un hypnotiseur qu'on a tous dans notre vie de tous les jours, dont j'ai évoqué le sujet tout à l'heure. Ça va être la télévision, par exemple. Des personnes qui rentrent chez elles et qui ont l'habitude d'allumer la télé et qui souvent me disent, mais je reste pas devant, hein, vous savez, je vais faire la vaisselle ou je vais ranger ci, je vais ranger ça. Et en fait, la personne a beau être concentrée sur la tâche qu'elle fait, elle reçoit quand même les informations de la télévision. Donc ça peut être une musique, ça peut être une pub, ça peut être des choses comme ça. Et toutes les suggestions qui passent, ça s'ancre petit à petit à l'intérieur de la personne. Ok. Ah donc, je pensais que le conscient faisait un barrage mental. Ah non, pas du tout. Mais est-ce que même si, supposons, on va rentrer un peu plus en détail, mais supposons tu me fais une suggestion, et je vois j'ai le conscient qui fait une remarque par rapport à ces suggestions. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même enregistré par l'inconscient ou il y a le barrage mental qui dit que ces suggestions, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire par là, quoi? Ouais, c'est ça, comme s'il y avait une lutte en fait entre voilà, c'est ça. En fait, c'est comme s'il y avait une frontière. Voilà, je te laisse passer, je te laisse pas passer. Donc, par exemple, tu me dis, j'en sais rien, tu es beaucoup plus confiant aujourd'hui. Et là, je vais voir, mais pourquoi elle me dit je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui? C'est pas vrai? C'est ça. Est-ce que du coup, ça veut dire que la suggestion n'est pas arrivée jusqu'à l'inconscient? Alors en fait, si. Mais en fait, encore une fois, c'est ces deux parties. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le conscient qui va se dire, mais non, mais moi, je garde le contrôle. Je vais dire que c'est pas vrai, ou pourquoi elle me dit ça, mais moi, j'en veux pas. Enfin, voilà. Mais l'inconscient, s'il pense que c'est bon pour toi, il va la prendre, cette suggestion. Par contre, s'il pense que cette suggestion est pas bonne pour toi, c'est lui qui va la refuser. Pas le conscient. Et ça, comment on sait si c'est bon ou pas pour nous? Enfin, si l'inconscient, il sait... parce que de toute façon, ça fait partie du jeu après, j'imagine, de l'hypnothérapeute, de savoir si c'était ancré ou pas, ou encore, est-ce qu'il y a moyen de savoir si elle a été acceptée ou non? Ouais, alors en fait, ça, c'est vraiment la personne qui va le faire, elle, dans son monde intérieur. D'accord? C'est-à-dire que la personne, quand elle vient consulter, il faut qu'elle ait un objectif de séance, d'accord? Et on peut pas dépasser les valeurs de la personne. Donc l'inconscient, en fait, il connaît ton fonctionnement, il sait ce qui te va et ce qui te va pas. Donc en fait, ton inconscient, c'est ton meilleur ami. Même si parfois il peut te faire des choses qui te dépassent complètement, comme fumer par exemple, où la personne se dit bah oui, mais bon, fumer c'est pas bon pour ma santé. Ben oui, mais l'inconscient, pour lui, fumer, ça va être une manière de gérer le stress. Ça va être une manière de prendre des pauses. Donc pour lui, c'est voilà, moi je veux ta survie, donc je te fais faire quelque chose pour éviter tu pètes les plombs. Même si ce que je te fais faire peut parfois en fait avoir un certain préjudice avec le temps. Okay. Donc si là la personne qui est en face de moi fait des suggestions en fait qui m'amènent au même résultat que le fait de fumer. Donc si les suggestions que j'obtiens me permettent de gérer mon stress ou de prendre des pauses ou d'assumer certaines choses, je vais en fait mettre la cigarette de côté. Okay. D'accord ? Mais c'est vraiment l'inconscient qui va faire le tri. Okay. Et c'est pas l'hypnotiseur qui peut imposer à la personne. Ok, donc c'est un travail personnel et ça veut dire que il y a quand même un travail sur l'inconscient. Enfin, il faut arriver, comme tu disais l'exemple de la cigarette,
à se dire que finalement la cigarette c'est pour pallier justement à cette pause, ou pour pallier à ce stress, ou pour pallier à autre chose, et pouvoir arriver à remplacer ce comportement par autre chose. Oui, c'est ça. Finalement c'est ça, c'est de trouver. En fait c'est pas, je me trompe, mais c'est pas on va te faire arrêter de fumer, mais on va essayer de te trouver des alternatives. Ouais, c'est ça. Mais une alternative en fait qui soit acceptable pour la personne et qui aille, qui lui soit pas préjudiciable, qui lui soit pas gênant ou qui ramène pas d'autres problèmes. Ok. Donc on peut pas changer complètement l'inconscient. Enfin, c'est-à-dire que. Oui, non. Ok, ça veut dire qu'on est quelque part voué à avoir une certaine prédisposition. Et qui est, on va dire, je sais pas, qui est figé, qui est solide et on peut pas y toucher. Alors jusqu'où on peut en fait aller avec. Ouais, en fait, la personnalité propre de la personne, on pourra jamais la toucher. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un petit peu comme un terrain dans lequel en fait on va pouvoir mettre des petites choses qui vont lui permettre d'alléger un petit peu sa manière de vivre ou son quotidien, ou des choses qui peuvent la déranger, mais on peut pas changer la personnalité. Donc changer la personnalité, c'est mort. Ah ça, oui, c'est non, possible, ouais, c'est ça. On peut l'aider à s'alléger, on peut l'aider à percevoir les choses différemment, mais la personnalité, on la garde quoi qu'il arrive. D'accord, une personne introvertie ne peut pas passer extravertie avec. Ah ouais, non, ça va pas être, elle va toujours garder une certaine réserve, mais elle va développer quelque chose qui va lui permettre de prendre la parole un petit peu plus facilement, ou d'avoir un regard social qui va être plus allégé pour elle. Mais elle va pas devenir quelqu'un qui tout d'un coup va être sans limite, ou qui tout d'un coup va totalement changer de personnalité. Même avec 30-40 séances. Ah ouais, non. Non. Ouais, non, c'est vraiment, enfin voilà, okay. c'est ça qu'il y a à comprendre. C'est vraiment, on garde la base quoi qu'il arrive. C'est juste qu'on va apporter des petites améliorations dont la personne a besoin. Ok. On tweak un peu, on rajoute des fonctionnalités. Ouais. En fait, c'est comme un ordinateur. C'est-à-dire qu'on prend un ordinateur dans lequel on va mettre un nouveau logiciel, parce que ce logiciel permet de faire des choses un petit peu plus grandes ou un petit peu plus poussées, mais on change pas l'ordinateur. Okay. Et c'est simplement que l'inconscient, il va se dire de quel logiciel je vais me servir propre à cette situation, parce que j'ai envie d'atteindre tel objectif. Ok, d'accord, c'est intéressant. Je pensais qu'on pourrait changer peut-être avec un certain nombre de séances, X séances, on pouvait peut-être passer d'une personne à une autre, mais en fait, c'est juste une mise à jour, quoi. C'est ça. Une amélioration, parce que la personne, elle cherche certaines compétences dans certaines situations, mais on switche pas totalement. Ok, d'accord. Bon, ça c'est clair. Ouais. Comment c'est quoi est-ce qu'il y a plusieurs types d'hypnose? Et comment on a parlé un peu de l'hypnose de spectacle, de rue. Ouais. Est-ce qu'il y a il y a aussi peut-être l'hypnose médicale, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'hypnose? Parce que je crois que j'ai cru comprendre qu'il y avait hypnose ericksonienne. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, bref, est-ce que il y a différents types d'hypnose, et comment on peut classer un peu tout ça? Un peu tout ça. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs types d'hypnose. Donc l'hypnose clinique, qui va être propre à tout ce qui va être du monde médical, comme les opérations ou l'assistance sur un soin en particulier sur quelqu'un. Il va y avoir donc l'hypnose directe pour tout ce qui est spectacle. Donc c'est de l'hypnose très très rapide. Donc là, il y a une sélection qui est quand même très drastique pour avoir les personnes, on va dire, qui vont y adhérer le plus, parce que il y a une certaine image sociale, et puis il y a un certain jeu que l'inconscient apprécie. Et il va y avoir aussi, principalement, on va dire, l'hypnose ericksonienne, qui est là propre à ce qui va être de la thérapie, pour apporter une amélioration, pour apporter une petite modification à la personne qu'elle vient chercher. Après, il existe d'autres types d'hypnose, mais je dirais que ça se regroupe pas mal, en fait. C'est-à-dire qu'on peut donner des noms différents. À un moment donné, on arrive toujours à la même chose. C'est juste qu'on y donne un nom différent. C'est comme si on prenait l'eau chaude et on lui mettait un autre nom, en fait. Un exemple qui te vient en tête ou... J'ai pas d'exemple particulier, et puis j'ai pas forcément trop creusé non plus les autres systèmes, mais on en voit émerger énormément. Tout un tas de noms, en fait, qui arrivent sur le marché, mais en définitive, quand on décortique un petit peu, on arrive à ce qui existe déjà. Ok, d'accord. Ça, c'est intéressant. Ok, c'est clair. J'ai d'autres questions, mais ce sera plus par rapport aux limites, et de comment justement choisir une bonne personne, une bonne hypnothérapeute, ou un bon hypnothérapeute pour savoir à qui on a affaire, et est-ce que finalement, c'est quoi le gage de sérieux de la personne?
Bon, je la garde pour tout à l'heure, cette question. Et justement, comment l'hypnose se positionne par rapport à d'autres thérapies, j'en sais rien, comme le MDR, le FT, je crois, la PNL, la kinésio, un peu tout ça. Est-ce que... Ce sont des choses, ce sont vraiment des pratiques qui sont diamétralement différentes en fait. Enfin, on voit le MDR, c'est des mouvements au niveau des yeux pour recaler un petit peu les informations. Enfin, je suis pas la spécialiste de ça, hein. J'en parle de ce que j'en connais, mais voilà, c'est de faire des mouvements des yeux pour recaler dans le cerveau en fait certaines choses comme un rangement, je pense. Le FT, ça va être surtout sur les énergies qui véhiculent au niveau du corps. La kinésiologie, c'est la mémoire cellulaire que porte notre corps, c'est-à-dire que même si nous, on pense donner une réponse ou qu'on n'a pas conscience de certaines choses, notre corps, lui, il va donner la réponse, il va dire si c'est oui ou si c'est non. Mais ça, l'hypnose, ça permet pas de faire tout ça ou non, pas du tout. Non. Par exemple, avec l'hypnose, on peut pas savoir si, j'en sais rien... si tu penses telle façon, lève le bras droit ou je sais pas, peut-être faire circuler les énergies ou alors peut-être faire guérir des traumas ou... Alors si, en fait, on peut le faire, mais on va pas utiliser la même méthode. D'accord. C'est vers quoi la personne va se diriger. C'est un petit peu comme l'acupuncture aussi, où c'est qu'est-ce qui parle à la personne. Donc il y a des personnes qui vont aller vers l'acupuncture dans un premier temps, vers la kinésio ou vers le MDR. En fait, c'est souvent qu'est-ce qui est ramené sur le parcours de la personne. Mais en soi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être traitées par différentes façons. Okay. C'est pas l'hypnose qui est réservée pour certaines choses, le MDR pour certaines choses, ou même si je sais que le MDR est assez efficace au niveau des gros traumatismes, mais je pense que ça peut aussi traiter d'autres choses comme les addictions, les phobies ou les choses comme ça. Ok, donc ce que tu dis, c'est qu'on peut arriver potentiellement au même résultat, mais avec ces différentes thérapies. Ouais, tout à fait, oui. Et après, ça va être vraiment l'affinité que les personnes ont avec certaines choses où il y a des pratiques qui parlent et puis d'autres pratiques qui parlent pas spécifiquement. Ok, d'accord. Intéressant, parce que je pensais que vraiment on catégorisait, on va dire, certaines problématiques par rapport à la pratique, à la thérapie. Je pensais typiquement le MDR trauma. L'hypnose, ça va être des choses un peu entre guillemets simples, mais peut-être pas forcément le cas. La kinésio, je sais que c'est le corps qui parle, mais je me suis dit peut-être qu'avec l'hypnose, on peut aussi faire parler le corps. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ça va être une autre manière de faire. Mais avec l'hypnose, on peut aussi traiter les traumas. Ça va pas être gênant. Mais c'est souvent la personne qui, soit on a entendu parler, il va venir voir un hypnothérapeute parce que on lui a recommandé, ou va aller voir un kiné parce que on lui a reconnu le kinésiologue. Mais sinon. C'est pas forcément un domaine qui va traiter une spécificité. Ok, d'accord, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on voit le plus... du coup, ça va être cette question-là, mais est-ce qu'on peut tout faire avec l'hypnose en termes de thérapie, d'accompagnement. D'accompagnement. On peut faire énormément de choses. Le champ d'action est vraiment très très vaste, comme donc les addictions, que ce soit la cigarette, l'alcool ou certaines pratiques aussi. Ça peut être les phobies, ça peut être les soucis de sommeil, l'insomnie ou les réveils nocturnes. Ça peut être le manque de confiance en soi. Le domaine est vraiment très très vaste. Les douleurs chroniques aussi. Chez les enfants, ça va être les phobies scolaires, ça va être l'énurésie, ça va être les terreurs nocturnes. Le champ est très très vaste. La seule limite que je connaisse à l'hypnose, c'est on ne guérit pas de maladie. J'ai te posé cette question aussi par la suite. Est-ce qu'on peut guérir de maladies avec ce serait en fait vendre du rêve aux personnes, vendre de l'espoir, et c'est vraiment la limite. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je reçois quelqu'un qui a atteint du cancer, je pourrais l'aider à mieux gérer, par exemple, les effets secondaires d'un traitement médicamenteux. Je pourrais l'aider à dépasser un petit peu l'idée de la maladie et tous les changements que ça peut apporter, puis aussi de voir la fragilité de la vie et la mort qu'on voit en face. Mais on va pas guérir le cancer avec l'hypnose. C'est très très important à bien mettre cette limite. D'accord. Sinon, t'as jamais refusé quelqu'un pour une séance d'hypnose parce que c'était quelque chose qui n'était pas à la portée de l'hypnose? Alors, ça m'est arrivé pour ce qui est des régressions. C'est-à-dire qu'on a dans l'idée que les personnes qui font des régressions, en fait, peuvent revoir des choses, des événements du passé.
régression. Ah oui, c'est ça, l'hypnose régressive. C'est ça. Est-ce que, juste avant que tu complètes, revenir dans le passé, est-ce que c'est pareil aussi par revenir dans les vies antérieures? Alors voilà, c'est ça, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que là, on va toucher en fait à l'hypnose spirituelle. Donc la régression, c'est à la fois la régression dans notre vie actuelle au niveau de nos âges, de notre âge pour aller voir un événement du passé, mais ça peut être aussi au niveau de l'hypnose spirituelle, là, voilà, des entrevies ou des vies passées. Ok. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça, tu fais pas parce que ouais, je fais pas parce que en fait, il y a jamais rien qui pourra prouver ce que la personne va vivre durant la séance. Et j'ai déjà refusé des séances de régression justement parce que les personnes venaient avec une telle passion pour leurs problématiques que je pense que ça allait être vraiment fantasmé. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se sont présentées avec le sentiment qu'elles ont eu des agressions sexuelles quand elles étaient plus petites, mais dont elles n'ont pas les souvenirs. Elles ont juste l'impression que ça s'est passé. Sauf que du coup, si on fait une régression en âge, ça se peut que ces personnes revivent une agression sexuelle pendant leur enfance ou petite, mais pour autant, est-ce que c'était quelque chose de fantasmé, ce qui fait qu'elles y croient tellement qu'elles le revivent, d'accord? Et il n'y a jamais rien qui pourra prouver que c'est réel. Ah oui. Donc, si on fait ce genre de séance avec les personnes, on peut apporter des gros problèmes derrière. C'est-à-dire que des personnes qui peuvent intenter des procès à tonton ou aux grands-parents ou qui vont repartir beaucoup plus mal qu'elles ne sont arrivées. Et la pratique de l'hypnose, de la thérapie aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes d'aller mieux. Ouais. Pas de repartir en étant encore plus mal, surtout avec des choses sur lesquelles on n'aura aucune vérité possible. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est ce que c'est intéressant et je suis un peu partagé par le fait que peut-être que si on a peut-être un sentiment, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui nous travaille, peut-être que c'est vraiment passé. Et le fait que du coup on se focalise sur quelque chose et du coup on peut le créer, voilà, c'est ça. C'est ça, du coup on peut le créer de toutes pièces. D'accord ? Okay. Alors, effectivement, on peut avoir un sentiment qu'il s'est passé quelque chose par le passé et que ce soit la vérité. Mais toujours est-il, le fait de le revivre ou de le voir, qu'est-ce que ça changera vraiment pour la personne ? Ouais. On sait qu'il y a certaines personnes, elles ont des souvenirs de leur traumatisme, elles ont des souvenirs de leur accident, de leur agression, et pour autant, ça ne leur permet pas d'aller mieux. Ouais. Aller mieux, c'est l'instant présent. Okay. Ça ne sera jamais le passé. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin des fois de mettre de revivre des moments dans le passé pour aller mieux dans le présent ? Pas du tout. Non. Ah non, absolument pas. Moi, il y a des personnes que j'ai accompagnées où elles ont eu des phobies, où elles ont un mal-être, quelque chose, où elles n'arrivent pas à remettre le souvenir ou le doigt sur ce qui s'est passé. Et pour autant, ça ne leur empêche pas parce que, en fait, il faut comprendre que c'est vraiment la décision de l'instant présent d'aller mieux qui fait qu'on va mieux. C'est pas le fait d'aller fouiller un passé. C'est pas le fait de revivre quelque chose ou de se dire c'est vraiment passé. Ça ne changera rien. D'accord. C'est vraiment le fait de prendre la décision de moi, ce que je veux, c'est aller bien. Ok, donc on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans le passé pour aller mieux. Pas du tout. Ok. Moi, je pensais qu'il fallait revivre des fois certaines choses et... c'est quand même très traumatique. Enfin, c'est vraiment compliqué. Enfin, quand on fait une régression à une personne et qu'elle, même si c'est fantasmé, mais qu'elle vive, une agression, quelque chose, c'est quand même très, très traumatisant. Hein. Ok. Et même si on se souvient consciemment de souvenirs, l'idée c'est pas de revivre ce souvenir-là. Ah bah non, on peut quand même. Ah oui, totalement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de modifier un petit peu le rapport à ce souvenir, que ce soit quelque chose que la personne ne vive pas comme quelque chose de compliqué ou de dur au quotidien, parce que ce qui est dur, c'est ce qu'on en fait dans l'instant présent. C'est-à-dire que c'est un vieux souvenir qu'on fait revivre dans l'instant présent, mais qu'on n'arrête pas de nourrir. Donc le but, c'est d'en modifier le ressenti, la perception, pour que aller mieux et que dans chaque instant présent, on aille de mieux en mieux. Ok. Et ça, avec l'hypnose, on peut changer la perception des choses. Ah oui, totalement. Même une situation qui est tellement négative, ou douloureuse, ou c'est pas notre faute, ou peu importe, on peut arriver à changer la perception. Mais bien sûr, oui, totalement. Hein. C'est des pratiques, régulièrement qui c'est mettre les lunettes roses. C'est ça. C'était bien. En fait, c'est d'avoir une perception différente, beaucoup plus globale que d'avoir une fixation sur quelque chose. Ok, intéressant. Donc,
si je récapitule, l'hypnose régressive, c'est quelque chose que tu crois mais que tu fais pas. Ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu crois, déjà de base, l'hypnose oui, oui, tout à fait. Hein, oui, c'est des choses qui sont possibles. Quoi, oui, mais totalement. Je l'ai déjà faite. Hein, l'hypnose régressive, je l'ai déjà faite, mais vraiment, ça dépend vraiment de la demande de la personne. Et avant ça, on aura déjà fait quelques séances pour que je vois si la personne, elle est bien dans ses baskets. Hein. D'accord. Si la personne, elle est pas bien dans ses baskets, elle est pas bien dans sa tête, ça va très très mal se dérouler pour elle, quoi. Ouais. Ok. Même en termes de vie intérieure ou quoi que ce soit, ça c'est... Oui, mais tout en sachant que, voilà, je dis, j'appelle ça en fait du voyage touristique. Ok, d'accord. En leur disant, voilà, est-ce que c'est pour guérir en fait une problématique qu'on a là, ou est-ce que c'est juste pour, voilà, pour s'amuser, quoi. Pour se divertir, voilà, c'est deux choses bien différentes, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut rattraper le tir si on s'est trompé en hypnose ? Par exemple, là tu disais, la personne n'est pas bien dans ses baskets, elle veut faire cette hypnose régressive ou peu importe. Là, on voit que ça part en cacahuète, elle sent encore plus mal. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une seconde séance qui va permettre de renverser ? Moi, à mon sens, non. Moi, à mon sens, non. C'est la personne qui est vraiment fixée sur le côté négatif et qui, du coup, va l'entretenir, en fait. Ok. Ok, c'est intéressant. Est-ce que par rapport du coup auquel l'hypnose régressive, je mets de côté. Donc, est-ce qu'on peut venir dans une séance sans forcément avec une problématique ? Non, par exemple, j'en sais rien, j'ai pas vraiment une problématique, je veux dire, tiens, j'ai envie de travailler la confiance en soi, ou j'ai juste envie de travailler, je sais pas pourquoi je viens, je reçois un certain mal-être, ou alors je sais qu'il y a des choses qui vont pas, je sais pas pourquoi, et je décide de faire une séance d'hypnose. Oui, alors oui, c'est possible, mais il faut avoir un objectif, c'est-à-dire d'aller mieux, mais pourquoi aller mieux ? Okay. D'accord ? C'est comme si, en fait, tu faisais tes valises, mais tu sais pas où tu veux aller. Toi, tiens, je vais juste prendre ma valise et puis je vais mettre des vêtements dedans, mais je sais pas pourquoi je le fais. Toi, il faut qu'il y ait un objectif. Ça veut dire quoi aller mieux ? Ça veut dire quoi avoir confiance en soi ? Qu'est-ce que ça permettra de faire ? Qu'est-ce qui va se décanter derrière ? Ok. D'accord, donc c'est possible c'est le plus important, c'est le pourquoi de c'est ça, c'est l'objectif en fait. On va vers quelque chose. Ok. Et donc, tu me disais que c'est 3 à 5 séances en moyenne pour arriver à... Ça peut se faire en une séance ou ça peut se faire en plus. Exactement, oui, tout à fait. Hein. Il y a des personnes en une séance, elles vont vraiment, obtenir le résultat qu'elles cherchaient et elles vont pouvoir reprendre leur liberté. Puis il y a d'autres personnes, ça va être un petit peu plus, ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a d'autres choses qu'elles ont envie de comprendre ou qu'elles ont envie de travailler. Et puis il y a des personnes qui auront envie d'avoir des séances d'entretien parce que elles veulent savoir comment elles fonctionnent. Elles aiment bien échanger sur tous ces sujets où finalement elles enlèvent un nœud puis elles en aperçoivent un autre. Voilà. C'est à l'infini après. Ouais, c'est ça. Mais, est-ce qu'une fois que c'est quelque chose qui est réglé avec l'hypnose, c'est à vie ? Enfin, tu parlais parce que je te posais ces questions parce que tu m'as dit entretien. Ouais. Mais est-ce que on doit toujours entretenir cette mise à jour entre guillemets ou une fois que tu as fait une séance, j'en sais rien, sur la phobie, la phobie des araignées, ça me parle parce que ma sœur elle a la phobie des araignées comme pas possible. Faut lui donner mes coordonnées. Oui, je voulais dire, mais elle me dit elle a vraiment une peur bleue des araignées. Mettre une image, elle va. Est-ce qu'une fois que c'est corrigé, ça, c'est à vie ? Oui. Ou dans 6 mois, il faut en faire une, ou dans 5 ans Ouais, en fait, une fois que la personne, ce que j'appelle monter en conscience, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une perception totalement différente des choses, c'est à vie. Okay, d'accord. Donc on fait pas de retour en arrière. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui marche. Moi je marche, mais si demain je me tords la cheville, je vais peut-être être alité pendant 1 semaine. Et pour autant, j'oublie pas la notion de marche. Donc en fait, la notion d'être libéré existe toujours, même si parfois il peut. Voilà, si par exemple ta sœur vient ici et puis qu'elle dépasse sa phobie des araignées. Quand elle voit voir une araignée, elle aura toujours un réflexe en fait de recul, mais elle aura plus cette phobie en fait où elle va peut-être tomber dans les pommes ou se sauver en hurlant. Il y a une petite trace, mais qui est plus aussi paralysante que ça pouvait l'être avant. Ok, d'accord, ça marche. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'hypnose ? Pour ce qui est de l'accompagnement des personnes ? Ouais, je veux dire, est-ce que il y a des personnes qui ne peuvent
pas faire une séance d'hypnose pour X raisons. Ouais, il va y avoir les personnes en fait qui vont être atteintes de pathologies comme la schizophrénie par exemple, ou les personnes bipolaires qui ne sont pas suivies, qui n'ont pas un traitement régulier, parce que ces personnes-là sont déjà dans des états modifiés de conscience. Elles sont déjà dans un dédoublement de personnalité. Okay. Donc ces personnes-là, en fait, sous hypnose, voilà, ça peut être gênant pour elles, et quand elles remontent en conscience, ça peut générer d'autres problématiques. Ok. Si elles sont en état de modifier de conscience, on peut directement leur faire des suggestions. Non, ouais, non, ça fonctionne pas comme ça. Elles se les font toutes seules déjà. Ah, d'accord. Ah oui. Elles sont devenues hypnothérapeutes dans la tête. Ouais. Ok. Et comment ça se passe une séance du coup? On vient, on t'expose la problématique, tu nous fais un coup de pendule. Non, j'ai les yeux qui tournent. Les yeux qui tournent avec le rouleau là. Voilà, je sais pas quoi. Et après, on repart au bout d'une heure. Enfin, comment ça se déroule en fait? Comment ça se déroule une séance? Donc la personne, elle vient, donc elle m'expose sa problématique. On fait un petit peu le tour, voilà, de qu'est-ce que ça lui crée comme gêne, peut-être au quotidien ou dans sa vie ou dans sa perception, et vers quoi elle veut aller. Et ensuite, on va faire la séance. Donc, c'est la première séance. On fait déjà une séance d'hypnose. D'accord? Okay. Ça, c'est pareil. C'est souvent une interrogation où les gens, ils pensent que la première séance, c'est uniquement ce qu'on appelle l'anamnèse, donc la prise de connaissance, faire un petit peu le tour et voir comment on va travailler. En fait, on travaille directement. Et ensuite, donc, on fait la séance d'hypnose. Je donne toujours une technique d'auto-hypnose pour que la personne, elle-même, entre les séances, elle puisse continuer à pratiquer et gagner en autonomie. Parce que le but, voilà, c'est qu'elle soit autonome derrière, qu'elle puisse elle-même continuer à travailler. Voilà, moi, comme je dis, je fais pas de carte de fidélité, donc. Ok. Ouais, vas-y, finis. Ça me fait penser du coup à autre chose, mais. Ouais. Et donc après, voilà, on fait un feedback de la séance. On programme au moins un deuxième rendez-vous pour voir comment ça a évolué, pour voir, voilà, si la personne elle a encore des choses à travailler ou à développer. Et puis ensuite on continue s'il y a besoin de faire. S'il y a plus besoin de faire, voilà, la personne elle repart, elle a son autonomie. Et comment on mesure l'efficacité? C'est-à-dire, une fois que la personne, elle met son objectif et elle voit juste si elle a réussi son objectif, et à partir de là, on dit que c'est terminé. Ouais, c'est subjectif. Ouais, c'est elle, en fait. Voilà, c'est vraiment elle qui va vraiment, quand elle repart de la séance, qui va mesurer, en fait, par l'expérience, par sa vie, en fait, de voir, voilà, à quel niveau elle se trouve. Okay. Et c'est elle qui va décider ou non de continuer. D'accord. Tu parlais justement d'auto-hypnose. Donc, auto-hypnose, j'imagine l'hypnose par soi-même. Ouais, c'est ça. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'on peut se mettre en hypnose tout seul? Ah oui, oui. On peut régler nos problématiques tout seul? Ah oui, oui. Et ça veut dire, du coup, on n'a plus besoin d'hypnothérapeute? Exactement. Non, mais en fait, à la base, on n'en a pas besoin, en fait. Okay. Okay. Souvent, on va chercher chez des thérapeutes, que ce soit l'hypnotiseur ou acupuncteur, peu importe. On va souvent chercher chez les autres des solutions qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Okay. Sauf qu'on est souvent élevé dans une société qui nous fait croire qu'on n'a pas de maîtrise de soi, qu'on n'a pas les capacités et qu'on a toujours besoin d'une blouse blanche pour nous dire comment fonctionner ou comment faire. Mais on a déjà tout ça à l'intérieur de nous. Et justement, l'hypnose, c'est là pour aider la personne à faire révéler toutes ses possibilités. Ok. Donc, c'est une espèce de béquille, quoi, finalement, la personne qui... Exactement. Hein. Okay. Je le dis toujours, le résultat que la personne obtient, c'est pas moi du tout. C'est ce que la personne a été chercher à l'intérieur d'elle et qu'elle a mis à son actif. Mais moi, je suis, voilà, comme tu dis, une béquille, je suis un GPS, mais je suis pas du tout la personne qui aura opéré le changement chez l'autre. Ok, non, mais c'est intéressant d'avoir cet état d'esprit parce qu'en vrai, dire ça, c'est pour toi, c'est justement, il y a moins en moins de personnes qui viennent te voir et après, tu sers à affiner, tu sers plus à rien, quoi. Je dis ça un peu cash, mais... Oui, je comprends ta démarche, mais en soi, on est tous libres. C'est juste qu'en fait, on ne le sait pas parce que dans notre éducation, dans tout ce qu'on entend, on nous fait croire qu'on est limité. C'est intéressant. Ok. Très clair vis-à-vis de ça. J'ai repensé à une question, tu sais, tu disais tout à l'heure par rapport, on peut pas guérir les maladies. Ouais. Est-ce que, selon toi, on peut arriver à quand même à modifier l'expression d'un gène? Alors, ou tu sais, parce qu'il y a cette notion, je crois, d'épigénétique, où l'environnement influence la capacité au gène de s'activer ou non. Ouais. Est-ce qu'avec l'hypnose, on peut arriver à activer ou désactiver certains gènes?
Moi, à mon sens, oui. C'est-à-dire qu'enfin, à mon sens, hein, après, oui, voilà, je suis pas, voilà, c'est pas. C'est pour ça que j'ai précisé selon toi. Et c'est une question qui m'est venue et je trouve intéressante parce que ça pourrait ça pourrait ouvrir de nombreuses perspectives. Donc, Oui, tout à fait. En fait, derrière, c'est simplement qu'en fait, il faut que la personne, elle ouvre son esprit à cette possibilité. C'est-à-dire que dans notre inconscient collectif, quand on pense qu'une maladie est là et qu'on peut pas en guérir ou qu'on peut pas la bouger ou qu'on a un gène particulier et que c'est notre identité, quand on décide d'y coller, en fait, on l'entretient. Quand on décide d'autre chose, on peut modifier. Et c'est là où en sont, justement, en fait, Erickson, qui a été le premier sujet qu'il a expérimenté, c'était lui-même, hein, par rapport à toutes ces maladies, qu'il a réussi, à complètement contrer les avis médicaux. Voilà, c'est des exemples, en fait, concrets de tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose et l'auto-hypnose. Et des personnes qui se sont sorties de situations vraiment totalement désespérées où elles étaient sur la fin et elles ont complètement contré tout ce que le monde médical pouvait dire. Toi, t'en connais des personnes comme ça ou t'en as déjà vu Alors, la maladie de la fibromyalgie, je sais pas si tu connais. Enfin, pour les auditeurs, j'ai un petit peu faire le tour. Ouais. Alors, la fibromyalgie, ce sont des douleurs qu'une personne peut ressentir. C'est difficilement identifiable par le monde médical parce que c'est difficilement mesurable. C'est pas quelque chose qui se voit de l'extérieur, mais qui se vit vraiment de l'intérieur. Et j'ai été en contact avec un monsieur justement que j'avais interviewé moi-même, donc on peut retrouver d'ailleurs sur le blog de mon site internet, qui lui a totalement guéri de la fibromyalgie. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, la médecine ne parle pas de guérison pour cette maladie, et toutes les personnes qui ont été atteintes, ont le sentiment de pas pouvoir s'en sortir. Alors que oui, effectivement, il y a ce monsieur qui a réussi totalement à en guérir, et d'autres personnes aussi, mais par l'hypnose ou par plusieurs... Non, il avait procédé par alors je sais plus, faudrait que je retrouve, ça date d'il y a quelques années, l'interview que j'avais fait avec lui, mais super intéressant, et il a essayé de se faire connaître, il a essayé d'en parler, mais c'est hyper compliqué, hein. Il s'est fait contrer par les par la médecine, mais aussi par les associations souvent. Ah ouais, les associations. Ouais, même les associations, parce que souvent, c'est une espèce d'identité à un moment donné. On se reconnaît, dans cette pathologie. On a l'idée qu'on peut pas s'en sortir. Et quand on va annoncer que quelqu'un en a guéri, c'est franchir un cap qui est parfois compliqué à entendre quand soi-même on n'y arrive pas ou on est coincé dans une espèce de fatalité. Ok, intéressant. Je regarderai cette interview, on pourra la mettre dans la description. Ouais, avec plaisir. Ouais. Mais c'est vrai, juste pour ouvrir une petite parenthèse, j'ai discuté justement avec entre autres une personne justement qui s'était guérie du cancer, ou même une personne qui fait des vidéos sur YouTube, je crois, qui aussi s'est guérie du cancer, et à chaque fois elle recevait plein de missives. C'est ça, de lettres. Vous devez arriver, d'arrêter de faire ce que vous faites, on va vous poursuivre. Et du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas finalement qui dit vrai, qui dit faux, et c'est une guerre un peu. C'est comme si le système voulait vraiment coincer les personnes d'une manière extrême et ne veut pas accepter autre chose. Ouais. Ok. Super intéressant. Donc ça laisse quand même des perspectives qu'avec potentiellement l'hypnose, si on est d'accord avec ça, qu'on puisse renverser certaines choses dans son corps. Voilà. Ok. Du coup, ça m'amène naturellement à cette question. Est-ce qu'il y a des limites à l'hypnose ? Est-ce que, je sais pas, c'est quoi les limites les limites, du coup, la maladie. On peut pas guérir la maladie. En fait, c'est ça. Après, ce que je veux, c'est surtout pas vendre du rêve aux personnes. D'accord ? Ça, c'est hyper important de se dire, tiens, j'ai le cancer, je vais aller voir un hypnothérapeute et puis comme ça, je vais en guérir. C'est vraiment une démarche personnelle très, très, très profonde. Et les limites de l'hypnose, c'est celles qu'on s'impose soi-même. C'est-à-dire que même pour une addiction, une personne qui s'identifie à son addiction et qui a l'impression qu'elle pourra jamais la dépasser, ne la dépassera pas. Parce qu'elle se met elle-même les limites. Et même si on fait 10 séances. C'est pour ça que le résultat n'appartient pas au thérapeute, il appartient à la personne. Ah ouais. C'est ça veut dire que si la personne est sceptique,
Voilà. Ça sert à rien qu'elle aille faire de l'hypnose. Exactement, c'est ça. Si la personne, en fait, elle est sceptique ou elle croit pas à un changement, une évolution, il ne se passera rien. Ok. Mais est-ce qu'elle peut se dire, je suis pas sceptique, et dans son inconscient, elle est sceptique? Du coup, oui, tout à fait. L'un et l'autre existent. Hein. En fait, c'est un imbroglio à l'intérieur de nous où c'est parfois un petit peu complexe. Hein. On peut se dire vouloir mincir et puis à l'intérieur de soi, si l'inconscient il dit bah oui, mais mince égale maladie, ou chétif, ou on n'est pas bon vivant, je vais tenir à mon poids en fait, pour montrer que moi je suis bonne vivante ou que je suis pas malade, je vais entretenir ce poids. Ou inversement en fait, se dire bah oui, mais je pense pas que je puisse aller mieux. Mais si je pense pas pouvoir aller mieux, pourquoi je vais voir un thérapeute? Ouais, ok. C'est intéressant ce que tu dis. Donc on est rempli de paradoxes. Ouais, c'est intéressant. Beaucoup. Mais par rapport du coup à ce scepticisme, si moi je suis de bonne volonté, j'ai envie de faire une séance d'hypnose, je suis pas sceptique, j'y crois. Ouais. Mais et en fait mon inconscient il est totalement sceptique. Comment ça se passe du coup ça fonctionne pas? En fait l'inconscient il sera pas sceptique. Lui. Il sera pas il sera pas sceptique du tout. En fait l'inconscient il va suivre en fait t'as envie d'être libre, moi je t'amène à la liberté. Mais par exemple si c'était pour ce qui est des addictions comme on disait tout à l'heure des cigarettes parce que ça gère le stress. Oui mais moi je veux bien enlever la cigarette mais comment on va gérer le stress? Qu'est-ce qu'on en fait? Ok. Ok, ça marche. Écoute, super cool. Je pense que j'ai fait un petit tour là des questions qui par rapport à l'hypnose. Du coup, je me posais la question, par rapport à l'hypnose en tant que telle, comment on peut choisir un bon hypnothérapeute, une bonne hypnothérapeute, parce que là j'ai l'impression qu'on a quand même pléthore. J'en discutais un peu avec mon frère, lui qui est psychologue, et il me disait qu'il y a plein de formations, même sur des sites où on achète une formation à 80 € et on devient hypnothérapeute. Et voilà, alors comment on reconnaît un bon hypnothérapeute et comment savoir si on peut se diriger vers cette personne pour régler une problématique. Pour faire un choix, c'est ça. Alors, il y a déjà beaucoup le bouche à oreille. D'accord. Okay. Donc, on a déjà entendu parler d'un thérapeute, d'une personne qu'on connaît, qui a été voir, qui a eu des bons résultats, où il y a eu un bon rapport. Ça donne déjà un élément de sécurité. D'accord. Okay. Il y a aussi un élément crucial. Est-ce que cette personne est enregistrée? Est-ce qu'elle a un numéro de SIRET? Okay. Parce que ça, c'est pas souvent quelque chose qu'on se pose comme question. Mais le numéro de SIRET, il suffit de se mettre auto-entrepreneur. Oui, mais on a un numéro de SIRET et voilà. Mais que ce soit pas quelqu'un qui fasse ça comme ça sur un coin de canapé, ou que ce soit pas faut que ce soit quelque chose d'officiel. Okay. Est-ce que la personne elle est officiellement enregistrée, que ce soit pas quelqu'un qui bricole des petites choses comme on n'irait pas forcément confier le moteur de sa voiture à quelqu'un qui fait du bricolage le week-end Okay, d'accord. mais qui est pas forcément mécano de métier ou après chacun fait comme il veut mais oui. par besoin de sécurité je préfère aller voir quelqu'un qui a vraiment ces bases-là. D'aller voir est-ce que la personne s'est formée aussi et quelle formation elle a suivi. Parce que comme tu le dis très justement, les formations à 80 € sur Internet, c'est comme prendre un bouquin. Prendre un bouquin, lire ce que c'est que l'hypnose, ce qu'on peut en faire, ne fait pas de nous un thérapeute. Hein. Il y a quand même de la pratique derrière. Et pourtant, à la fin de ces formations, on voit quand même des certifications. Tu vois, c'est ça qui est un peu... Oui, mais ce ne sont pas des certifications reconnues. Okay. D'accord ? C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, ne reconnaît pas un diplôme d'hypnothérapeute ou un certificat d'hypnothérapeute. Ah, d'accord. Ok. C'est bien à prendre avec de la distance. Hein. D'aller voir si la personne elle a un site internet aussi. Qu'est-ce qu'elle met sur son site internet, comment elle parle de l'hypnose. Il y a un point aussi très important. J'ai déjà vu malheureusement des thérapeutes qui assurent 100% de bons résultats. Donc moi je vous assure un accompagnement où vous avez 100% de réussite à passer l'addiction du tabac. On peut jamais rien garantir à 100%. Okay. C'est trop complexe pour qu'on puisse garantir quelque chose à 100%. Donc c'est possible que ça fonctionne pas du tout en fait. Ah, mais qu'on puisse faire quelques séances et que ça fonctionne pas. Oui, tout à fait. Hein. Si la personne, moi j'ai eu j'ai déjà eu un monsieur, il fumait 60 cigarettes par jour. Ouf. C'est impressionnant en termes de quantité. Ah ouais. Et depuis vraiment de nombreuses années, en une séance, plus une seule cigarette. Ah ouais. Okay. Et à la même période, j'ai eu un monsieur, il en fumait 15 par jour. Donc on peut se dire, celui qui en fume 15, celui-là, il va assez facilement arrêter la cigarette. Quand il est venu à la deuxième séance, il en avait supprimé 5. Donc il en fumait encore 10.
Mais il était déçu de sa séance parce que lui, il voulait ne plus en fumer une seule. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui a un tempérament en fait de tout ou rien. Donc cette personne-là qui a un tempérament de tout ou rien, en fait, il va vraiment mettre la barre très très haute et souvent voilà se freiner dans ses évolutions ou ses démarches parce que pour lui ça marche ou ça marche pas. Et il y avait encore beaucoup d'accroches de stress derrière qu'il n'était pas encore prêt à travailler. Donc il n'a pas poursuivi les séances et il est reparti avec voilà le fait de fumer 10 cigarettes par jour. Ok, d'accord. Est-ce que si ça fonctionne pas, ça peut être aussi de la faute de l'hypnothérapeute ou est-ce que c'est juste peut-être pas forcément le bon moment? Enfin, j'imagine qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Est-ce que tu dirais si une personne ça fonctionne pas, est-ce que tu choisirais la persévérance ou tu dirais peut-être d'aller voir quelqu'un d'autre ou alors la personne elle devrait faire une pause ou aller voir quelqu'un d'autre ou... Ouais, et ce que tu dis, c'est judicieux. Il y a parfois le rapport avec l'hypnothérapeute qui se fait pas du tout. Il y a parfois des personnes, on n'accroche pas du tout et du coup, l'inconscient, il peut pas se laisser aller. Il peut pas accepter des suggestions d'une personne avec qui il se sent pas à l'aise. C'est-à-dire que de toute façon, c'est lui qui va servir de filtre. Ouais. Si ça passe bien avec la personne, je vais pouvoir prendre ses suggestions. Si ça passe pas bien avec la personne, je prendrai pas ses suggestions. Il y a aussi des périodes dans la vie. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Ou est-ce que c'est juste l'idée de me dire voilà, la cigarette ça devient cher ou voilà je m'aperçois que finalement maintenant il faut tous qu'on sorte pour fumer, c'est plus trop à la mode. Mais j'ai encore beaucoup d'accroche à la cigarette et ce qui m'y accroche, je suis pas encore prêt à le travailler. Il y a plein de paramètres à prendre en compte et c'est aussi déjà arrivé que moi je reçoive des personnes il y a quelques années pour travailler sur une thématique et elles ont pas forcément plus vraiment progressé et elles reviennent quelques années après, mais comme on a eu un bon contact, il y a une relation de confiance, elles reviennent me voir et là ça fonctionne tout seul. Okay. Parce que entre temps elles ont vécu d'autres choses, elles ont cheminé autrement et elles sont prêtes au changement. Ok, d'accord. C'est clair. Du coup, pour choisir une bonne personne, donc le bouche à oreille, si je récapitule, se voir où elle s'est formée. Ouais. Voir elle s'est formée, comment on peut s'assurer du gage de qualité de la formation? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a peut-être des annuaires? Il n'y a pas d'annuaire spécifiquement parce que voilà, il y a des écoles un petit peu partout. Souvent, elles se font la guerre aussi entre elles. C'est pas toujours facile, quoi. D'accord. Mais déjà voir un petit peu voilà le temps de la formation. Est-ce que c'était pas juste souvent quand on regarde un petit peu l'école de la personne de là où elle vient. Enfin moi j'ai fait IHEC à Bordeaux avec le docteur Olivier Madel-Heurieux. Voilà, c'est quelque chose. C'est des formations qui sont assez longues. C'est quelque chose de sérieux. C'est pas des visios sur internet tout seul dans son coin le soir entre 19 et 20 heures. C'est quelque chose d'assez concret. Ok, très bien. J'avais une question par rapport ça c'est une question plutôt d'un auditeur qui m'a demandé de te poser la question. Je vais te la lire. C'est quel garde-fou par rapport à certains thérapeutes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une ligne de conduite au même titre que des entraîneurs sportifs qui peuvent avoir une emprise par exemple sur leurs joueurs? Comment tu te positionnes toi pour justement pas forcément avoir une emprise peut-être inconsciente sur le patient? Ouais. Alors déjà, l'hypnothérapeute, il est pas là pour mieux savoir que nous. C'est-à-dire que moi, la personne, quand je lui demande son objectif, c'est pas à moi de le déterminer. D'accord. Okay. J'ai déjà eu, je vais te donner un exemple concret. J'avais eu une femme il y a quelques années qui venait pour gagner en confiance en elle. D'accord. Okay. Donc je lui demandais, mais gagner en confiance en soi, c'est très très vague. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est gagner en confiance, mais pour en faire quoi? Et pour elle, c'était pour se séparer de son mari parce que ça se passait pas très très bien et cet homme buvait de l'alcool. Moi, je suis pas là pour savoir si c'est bien ou pas bien qu'elle se sépare de son mari. D'accord ? Elle garde le libre arbitre de sa vie. Moi, je suis là pour l'aider à atteindre son objectif. Donc, cette personne, quand elle est venue à la deuxième séance, elle avait effectivement gagné en confiance en elle. Et puis, finalement, elle commençait à changer sa vision de son couple. Et elle s'est aperçue que le comportement de son mari, il était aussi le reflet de son comportement à elle. Donc, elle a gagné en confiance en elle avec la capacité de s'affirmer un petit peu plus et d'ouvrir le dialogue, ce qui a changé les rapports avec son mari. Et finalement, à la troisième séance, elle avait gagné en confiance en elle, donc son objectif principal. Mais cette fois, il n'était plus question de divorce.
Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Ouais, et ça. on n'est pas là pour dire à la personne si ce qu'elle fait, on doit choisir pour elle. C'est les limites que, on n'est pas là pour dire ça c'est bien, c'est pas bien. Moi, je vous conseille de faire ça plutôt que ça. Non, on n'est vraiment pas là pour ça. Ok, donc ça peut se voir en amont avec la personne qui on va voir. Oui. Si elle commence à nous donner des conseils, c'est mauvais signe, c'est ça? C'est ça. C'est des conseils qui sont presque imposés, quoi. C'est des conseils qui deviennent un petit peu trop intrusifs chez notre client. Ok, donc la personne ne doit pas donner fondamentalement de conseils, en tout cas au début ou peut-être à la fin d'une séance éventuellement, mais faut pas que ce soit trop intrusif. Ouais, c'est ça. Faut pas que ce soit vraiment vous devez faire ci ou vous devez vous comporter comme ça ou ça c'est trop intrusif. Ok. Ça marche, c'est intéressant et c'est bien de le... Il y a aussi, je reviens sur le côté médical, parce que moi je vois, j'ai mon médecin traitant qui m'envoie des personnes quand elle arrive à la limite de sa possibilité d'accompagner. Moi je suis surtout pas là pour dire aux personnes ne prenez pas votre traitement. Ou prenez-en un, par exemple. D'accord ? C'est complémentaire. Mais on n'est pas là pour intervenir sur le champ des compétences des autres personnes qui accompagnent la personne. Okay. D'accord ? Donc, on n'est pas là pour dire aux personnes, prenez tel traitement ou ne le prenez plus. Quand j'accompagne quelqu'un sur les soucis de sommeil, des insomnies ou des choses comme ça, la personne, souvent, elle me demande, mais qu'est-ce que je fais, de mes somnifères ? Je dis, ça, vous le voyez avec la personne qui vous les a prescrits. Ok. Mais je dois pas dire à la personne de les arrêter ou d'augmenter ou de diminuer. Ça c'est. Ok. Ok, ça marche, c'est clair. De toute façon, ce que je comprends de tout ça, c'est que c'est pas le métier d'hypnothérapeute, c'est pas encadré. Est-ce qu'on va vers cette direction ou pas du tout? Je l'espère. Okay. Je l'espère fortement pour que les personnes puissent quand même avoir un certain repère, et comment se diriger et quelles sont les limites et quoi en faire. J'espère que ça va dans ce sens en tout cas. D'accord. Donc il n'y a pas pour l'instant d'annuaire, c'est vraiment bouche à oreille dans un premier temps. Peut-être les avis aussi, mais est-ce que les avis sont vrais ou pas? Bon, ça c'est une autre question. Ouais, c'est ça. Il faut que les avis soient, que la personne qui les a donnés, ce soit du concret. Moi, je sais que les avis, je demande toujours un écrit aux personnes, que ce soit un mail, un SMS, et j'en garde toujours la copie. Ok, c'est clair. Ok, très très cool. Tu parlais tout à l'heure avant de faire cet enregistrement, justement, qu'après ce podcast, tu avais en visio. Oui. Du coup, on peut faire de l'hypnose par téléphone, par visio, et oui, c'est la même efficacité que si on était en présentiel. Ah oui, totalement. Hein. Oui, il n'y a pas besoin spécifiquement d'avoir une proximité physique pour accompagner quelqu'un. D'accord. Donc là, j'ai une personne en visio tout à l'heure, juste après notre interview, mais ça peut être aussi par téléphone. Hein. Oui, il n'y a pas du tout de contrainte à ce niveau-là. D'accord. Qu'est-ce que tu penses des vidéos d'hypnose sur YouTube ou des chaînes YouTube? Ouais, parce que je vois qu'il y a, si on regarde, on peut chercher hypnose et on voit beaucoup de choses de séances d'hypnose. Est-ce que tu as un avis dessus? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés? Est-ce que on peut faire confiance? Ouais, non, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de si on est un peu curieux, il y a pas mal de séances d'hypnose et on voit même séances pour mieux dormir, pour travailler la confiance en soi. Ouais. Est-ce qu'on arrive au même titre que finalement peut-être pas l'auto-hypnose, mais arriver à faire soi-même ses propres thérapies grâce à grâce à ça. En fait, ça va être une aide vraiment précieuse. Ça peut être vraiment intéressant. Le souci, c'est que c'est pas personnalisé du coup. C'est-à-dire que dans le cadre de la thérapie, on fait vraiment quelque chose qui est personnalisé. On travaille vraiment. Okay. C'est ça. On travaille vraiment quelque chose qui est propre à la personne. Tout ce qui va être YouTube, les vidéos, les audios, c'est très très bien. Ça peut servir de base, ça peut aider, ça peut soulager, mais ce sera pas de la thérapie en soi en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de traiter un peu les symptômes, mais derrière, s'il y a toujours une accroche particulière, ça va perdurer dans la vie de la personne. Ok, donc c'est une béquille, mais c'est pas c'est la personnalisation, c'est ça. Ouais. Ok. Bah écoute, cool. Je pense avoir fait un bon petit tour des questions sur l'hypnose. J'essaie de voir si j'en ai pas oublié, mais je pense qu'on a fait pas mal on a fait un bon petit tour.
Peut-être, est-ce qu'on, il y a des études scientifiques sur l'hypnose? Est-ce qu'on essaie de prouver des choses? Alors il y a des études en fait qui sont menées mais qui sont pas encore arrêtées, et on sait que voilà, scientifiquement ça prend souvent des années pour qu'on puisse vraiment avoir des résultats vraiment probants sur les efficacités. Mais oui, il y a des études qui sont en cours sur l'hypnose. Ok, très bien Denise, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas abordées, que tu aurais aimé aborder, ou des choses importantes dont j'ai pas... Je pense qu'on en a fait vraiment. On a fait un grand tour. Après, ce qui serait intéressant, c'est que par rapport aux auditeurs qui vont pouvoir écouter ce podcast, s'ils ont des questions particulières, voilà, de refaire éventuellement une petite interview pour répondre à leurs questions plus personnellement. Une petite FAQ. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être intéressant, effectivement. Ouais. Ok, je garde cette idée. Donc voilà, si vous avez des questions, parce que là j'en avais effectivement, j'en avais discuté, parlé un peu autour de moi, j'avais cette fameuse question, mais effectivement, si vous avez des questions, chers auditeurs, auditrices, n'hésitez pas, vous m'envoyez les questions et on fera éventuellement un petit épisode dessus, ou peut-être un petit écrit dessus. Avec plaisir. Ok. Super, ok. Est-ce que... on va faire les petites questions annexes. En fait, c'est les petites questions que j'aime bien poser à la fin de chaque épisode. Et après, je te laisserai terminer en donnant tes coordonnées, où est-ce qu'on peut te retrouver, etc., etc. Alors, première question, comment tu te décrirais en un mot? Plaisir. J'aime les plaisirs de la vie, j'aime la joie, j'aime les choses simples. Donc, plaisir. Donc ça fait plusieurs mots. Oui, c'est dire, oula, il y a qu'est-ce que ça veut dire? T'essaies de me faire des suggestions hypnotiques. C'est peut-être la joie, qui conviendrait peut-être mieux. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien? La vie. Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse? En soi. En soi? Oui, croire en soi. Ah, croire en soi, d'accord. Ok. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Tout va très bien se passer. Ok. Nickel. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, Denis, ce serait lequel? Savoir chanter. Tu veux me faire une petite démo? Non, on a du soleil aujourd'hui. Non, si j'avais un super pouvoir, et alors je pense pas que ce soit un super pouvoir puisque c'est des choses que certains ont déjà expérimentées, mais c'est les sorties du corps. Ah oui, sortie astrale. Ouais. Ok. Ça, on peut pas le faire avec l'hypnose? Alors en fait, si, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui ont une certaine sensibilité et qui peuvent sortir de leur corps ou se faire des projections astrales aussi. Ouais. Ok. Ouais, ça c'est un truc que j'avais entendu parler. C'est à la fois flippant mais à la fois fascinant. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que juste pour cette petite parenthèse, quand tu parles de sortie de corps, c'est juste on se voit au-dessus ou on peut se balader? En fait, on peut se balader. Hein. C'est la sortie. Ah oui, la sortie du corps. En fait, tu peux te retrouver sur une planète. Tu peux te retrouver sur un autre pays. Tu peux voilà. Et c'est pas un rêve. Ah non, tes sensations sont totalement décuplées. C'est pas du tout, c'est pas juste un rêve. C'est quelque chose qui se vit avec avec le corps d'énergie. Ok. Et donc ça s'apprend. Ah oui, tout à fait. Ouais. En fait, il y a plein de techniques pour le faire, mais c'est juste que je prends pas le temps de le faire. C'est trop cool ça. Ah ouais, c'est... Non, c'est vrai que ça donne des super pouvoirs d'aller. Bah oui, c'est un super pouvoir ça en soi. Oui, c'est un super pouvoir, alors qu'en fait c'est un état naturel, puisque normalement on le fait à chaque fois qu'on dort, à chaque fois qu'on s'endort, on quitte son corps physique pour aller se régénérer, pour aller faire d'autres choses. Mais c'est pareil, c'est un état naturel, mais comme on n'en a pas forcément l'habitude, ça me fait beaucoup penser aux paralysies du sommeil. Tu m'as pris le mot là. Ouais, je me souviens, j'ai fait une fois paralysie du sommeil, c'était assez impressionnant. Ouais, c'est très impressionnant, mais c'est justement, t'es à la porte de la sortie. Ouais, c'est ça, j'avais fait ça, et même une fois, j'avais l'impression de flotter au-dessus de moi, mais c'était rare. Et je crois que si la paralysie du sommeil, c'est aussi la porte d'entrée aussi au rêve lucide. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une porte entre ton corps physique et ton corps d'énergie. Passionnant. Du coup, si tu pouvais vivre n'importe où, ça serait où?
Si je pouvais vivre n'importe où, moi je pense que là où je suis bien, peu importe où je suis. À Saint-André-les-Vergers, parfait, très bien. Ouais, c'est ça. Ce matin, j'étais à Dijon et j'y étais super bien. Je projette d'aller à Tahiti dans quelques mois et je pense que j'y serai super bien. Ah ouais. On aurait pu faire ce podcast là-bas. Écoute, voilà, on se recontacte dans un an et avec plaisir. On va voir ça. Ah ouais, c'est trop bien ça. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs leçons importantes que tu as apprises dans ta vie ? C'est vraiment d'apprendre à se faire confiance. Vraiment lâcher prise et apprendre à se faire confiance. On est notre propre prison mentale. On peut être notre pire ennemi comme on peut être notre meilleur ami. Ok. Si tu avais la possibilité, l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi, ce serait qui ? Et pourquoi ? Ça pourrait être Tesla, je pense, pour toutes les visions qu'il a eues. Elon Musk, c'est ça ? De Tesla ? Non, ce serait vraiment Tesla en fait, le personnage. Okay. Oui. Moi je pensais direct à Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, mais oui, Tesla en tant que. Ouais, c'est ça. C'est en tant que visionnaire, en tant que personne qui était très connectée et voilà. Je pense que je pourrais prendre plaisir à discuter avec. Ouais. Ok, trop cool. Et dernière question, est-ce que tu as un conseil de fin à donner pour rendre le monde meilleur ? Encore une fois, se faire confiance. C'est à l'intérieur de soi, on a toutes les capacités, on a toutes les possibilités et toutes les peurs qu'on peut véhiculer sur soi comme sur les autres. C'est ce qui nous fait un petit peu déraper et c'est ce qui nous fait nous manquer de respect ou nous empêcher d'atteindre certains objectifs. Alors que on a déjà tout à l'intérieur de soi. On peut aimer sans avoir besoin de choisir la colère ou la peur ou l'agressivité. Ok, super. Merci beaucoup Denise Prugnot, c'est ça, je prononce bien. Ouais. Avant de clore cet épisode, est-ce que tu veux renvoyer les auditeurs vers un site internet, une page Facebook, ou autre en fait. Je te laisse terminer avec ça. D'accord. Écoutez, si vous voulez en savoir un petit peu plus ou prendre rendez-vous, que ce soit une séance en présentiel ou en visio ou par téléphone. Et puis il y a le site internet abchypnose3 comme la ville.com. Et puis il y a aussi la page Facebook ABC Hypnose 3. Ok. Pourquoi ABC ? Alors ça... On me demande assez souvent. Okay. C'est simplement que la personne qui m'a accompagnée pour créer mon activité il y a 7 ans m'a dit... ABC. En fait, m'a dit, et maintenant c'est un petit peu révolu, c'est que les 3 premières lettres de l'alphabet en fait vont apparaître dans les choix... quand on apparaît dans un annuaire ou quelque chose comme ça en fait. Tout l'optimisation finalement. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Écoute, merci beaucoup Denise, c'était vraiment très intéressant, j'ai appris pas mal de choses. D'accord. J'ai vraiment eu cette sensation d'avoir posé les bases de l'hypnose, donc c'est super chouette. Merci beaucoup, j'espère que toutes les personnes qui ont écouté jusqu'ici, vous avez apprécié cet épisode-là. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre une note positive parce que ça m'aide beaucoup, ça aide à référencer l'émission et ça aide aussi à faire connaître dans ce cas-là, l'épisode l'hypnose aux personnes qui pourraient être intéressées. Et puis, écoute, Denise, au plaisir d'échanger avec toi, au plaisir de te retrouver. N'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin. Merci beaucoup Liron, et puis merci à tous les auditeurs de bien vouloir écouter, puis éventuellement de poser des questions. Et je voulais aussi remercier Julien qui tout à fait. qui a permis cette rencontre et cette prise de contact. Donc merci à lui chaleureusement. Merci beaucoup Julien. Il est toujours là Julien c'est quelqu'un pour les bons plans. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Super. Écoute, à bientôt Denise. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas.
Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.